Bonjour à tous, bienvenue à l'UNESCO pour célébrer aujourd'hui cette journée mondiale de la biodiversité, dont le thème cette année sont les solutions sont dans la nature. Je remercie infiniment nos panélistes d'être présents avec nous aujourd'hui pour parler d'un thème d'actualité dans cette crise mondiale que nous traversons. C'est la question des transformations, de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut transformer et lesquelles transformations sont nécessaires, sont importantes, qu'est-ce qu'on peut envisager. Ce panel est une conversation, c'est un dialogue euh, qui va se faire entre vous. Et on va commencer tout de suite par poser une question à Paul Lidley, qui est chercheur à l'Université Paris-Saclay et qui est expert IPBES. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est en tant que chercheur, quel est votre regard? Quelles sont vos réflexions sur la crise que nous traversons actuellement? Bon, je pense que le premier commentaire, c'est un commentaire très général. Dans l'évaluation globale de l'IPES qui est sortie l'année dernière, il y a un constat qui est extrêmement clair. Notre santé est clairement liée de façon indissociable avec la santé de la nature. Et pour être un petit peu plus précis sur la crise actuelle, on sait qu'à peu près 70% des maladies émergentes viennent de nos contacts avec des animaux. Et parmi les causes principaux de ces contacts sont la déforestation et le commerce et la consommation des animaux sauvages. C'était à l'origine de SARS, d'Ebola, de VIH et beaucoup d'autres maladies qui posent des très grands problèmes pour l'homme. Donc, je pense que c'est important aussi qu'en tant que scientifique et aussi en tant que citoyen, on ne dit pas que c'est la faute de la nature. C'est parce qu'on rentre dans la nature et on détruit les habitats ou on consomme des animaux sauvages. Et c'est ça qui nous pose le problème. Je pense qu'en tant que scientifique, quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on voit une fois de plus que notre approche est très réactive. C'est-à-dire, on attend l'émergence d'une maladie, on essaie d'empêcher que ça répande, par le confinement par exemple, et après, on essaie de trouver des traitements ou des vaccins. Et il faut absolument, en tant que communauté de recherche, mais aussi l'ensemble des décideurs, comprendre qu'il faut aller vers une approche qui est beaucoup plus proactive, où on identifie des maladies qui risquent d'émerger, qu'on comprend les voies de transmission des animaux vers le haut, et du coup, on empêche qu'il y a cette transmission vers le haut. Et pour tout ça, il faut faire beaucoup plus de communication, d'éducation, à la fois des citoyens, mais aussi des décideurs. Et au final, tout ça va demander, et c'est ça qui me fait un petit peu peur à l'heure actuelle, ça demande encore plus de collaboration internationale. Donc, ces circulations de virus, c'est un problème international et on voit qu'on a tendance plutôt à se renfermer entre eux. Et par exemple, l'administration aux États-Unis vient d'arrêter un programme de recherche international sur l'émergence de maladies virales à cause d'une rumeur qui collaborait avec des Chinois. Merci. Merci Paul Lidley. Irène Hoffmann, en parlant justement de coopération internationale, vous travaillez, vous êtes secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture à la FAO. Est-ce que vous partagez certains des points de vue qui ont été juste présentés par Paul Lidley et quel est votre regard, vous, sur la crise actuelle? Okay, my apologies. I agree with the points that were made by Paul, and coming from the FAO, I would like to stress the social aspects that COVID has triggered. It had real economic and social impacts at a scale that most of us have never experienced or never even imagined. And it affects different groups of people differently, and therefore it deepens existing inequalities.
it has created a sort of a collective trauma, but we also see social cohesion and community action at various levels. We are going into a global recession with growing poverty and inequality. And this may undo the progress that we have made on the Sustainable Development Goals over the last 30 years. And there may also, as Paul said, there may be shifts in priorities, potentially away from the environmental concerns, and there will be less money available for environmental issues. From the FAO perspective, this is not only a major public health concern, but also a threat to global food security. It has many implications for agriculture, and it may undermine local food system resilience. And therefore, FAO's messages and measures have always aimed at ensuring the continuity of food supply chains so that people have enough access to safe and nutritious food during the pandemic, because being healthy and having enough food is an essential part of a health response, and particularly in developing countries. And then, yes, relating to what Paul said, the crisis that we are facing today is a symptom or the result of many interrelated economic, ecological, and social factors in which biodiversity and food systems are key. In our global food system, we are globally connected. What is consumed in one part of the world may affect the biodiversity elsewhere. This applies to wildlife trade and to the normal agricultural commodities and fisheries and forestry. So food and agriculture depends in many ways on biodiversity. On the other hand, many drivers of loss of biodiversity and ecosystem services are related to food systems and poor agricultural practices. And we are losing habitats, species, and genetic diversity, both in the wild and on the field. The last week, FAO has launched the key messages of the 2020 Forest Resource Assessment, and today it launches the State of the World's Forest, which deals with biodiversity. The main message is that forest area is still decreasing, although the rate of loss has slightly slowed. And that means that biodiversity loss, deforestation, agriculture expansion, and intensification can increase the contacts between wildlife, livestock, and humans, and increase the possibility that zoonosis will emerge and spread. And that highlights the urgency to better manage biodiversity. Thank you. Thank you very much, Irène. Merci beaucoup. Pierre-Yves Poulican, vous êtes directeur du développement durable de Suez. Est-ce que vous partagez ce constat un petit peu alarmant, un petit peu négatif, et dans votre groupe, un groupe de votre ampleur, comment vous interprétez ce que nous sommes en train de traverser collectivement et quelles sont vos réflexions à ce sujet? Est-ce que vous partagez un constat un petit peu alarmant et un peu négatif qui vient d'être évoqué notamment par Irène Hoffmann de la FAO? Bonjour à tous. Oui, je partage ce qu'a dit Paul et Irène, parce que le constat est là. Donc, ce n'est pas le rôle de l'entreprise de contester le constat des scientifiques. Nous, en tant qu'entreprise, on a été frappés par plusieurs choses. D'abord que nos collaborateurs et globalement la société étaient très engagés. Donc, je pense que la société Suez, qui délivre des services essentiels à la vie, avec l'approvisionnement en eau, les épurations des eaux usées, tout le grand cycle des déchets, on a vu que pendant cette période, l'ensemble des services qu'on apportait à nos concitoyens ont pu être maintenus, et ce, grâce à un engagement extrêmement fort des équipes. Et j'allais dire, globalement, quand on voit comment la société a réagi, moi, je trouve qu'en France, en tout cas, il y a eu énormément d'énergie mise de la part des citoyens et des collaborateurs. Ce n'est pas simplement propre à Suez, même si chez Suez, c'était très frappant. Je pense que derrière les faits remontés par Irène et Paul, il y a un constat qui est de dire il y a une prise de conscience.
il va falloir bâtir sur cette prise de conscience et il va falloir engager la transformation. Cette transformation, nous, en tant qu'entreprise Suez, on l'avait déjà engagée avec notre nouveau directeur général à l'automne dernier, avec un nouveau programme, avec des engagements comme la trajectoire 1,5 degré. Tout ça, c'est une dynamique qui est lancée. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on mette notre énergie et notre puissance de frappe au bénéfice de ces actions et qu'on entraîne avec nous l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire nos clients, bien sûr, il va falloir les accompagner dans cette prise de conscience et il va falloir aussi accompagner nos fournisseurs ou exiger de nos fournisseurs cette même transformation. Donc, je pense que l'entreprise a un rôle clé parce que quelque part, elle avait déjà réalisé et les grands groupes s'étaient engagés pour la plupart dans la trajectoire 1,5 degré, mais cette crise nous oblige à accélérer et en tout cas à garder le momentum pour continuer dans cette dynamique-là et d'entraîner l'ensemble de notre écosystème, que ce soit nos collaborateurs, nos fournisseurs, dans cette transformation. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour ce point de vue d'un acteur économique clé de nos sociétés et au niveau international. Et j'aimerais maintenant poser la même question à Didier Babin. Est-ce que vous partagez ce qui a été dit, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un constat scientifique qui est clair sur la pandémie, sur les liens aussi avec la biodiversité, sur une nécessaire transformation? Et vous, quel est votre regard en tant que président à la fois du comité national du programme MAP sur l'homme et la biosphère France et aussi en tant que project leader, chef de projet d'une négociation en cours sur l'accord mondial sur la biodiversité qui a été un peu mis à l'arrêt avec cette pandémie. Toutes les négociations ont été repoussées. Donc, vous suivez de près depuis plusieurs années les négociations entre pays à propos d'un nouvel accord mondial sur la biodiversité. Quel est votre regard actuellement et quel est votre constat suite aux interventions de Paul, d'Irène et de Pierre-Yves? Didier Babin? Oui, merci. Oui, bonjour à tous. Je ne peux que valider tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Effectivement, la crise qui est actuellement partout dans le monde, elle est très violente en fait. Et elle a des conséquences majeures. Elle est quelque part très révélatrice en fait des liens qui unissent les questions de biodiversité effectivement, mais aussi, comme ça a été signalé, des aspects sociaux et économiques. On assiste en fait à un arrêt de l'économie mondiale, la moitié de l'humanité est confinée et on voit véritablement ces interdépendances. Donc je ne peux que constater aussi avec les scientifiques, les Nations Unies et puis le domaine de l'entreprise, à quel point cette crise est majeure et elle est majeure aussi dans les pays les plus pauvres ou auprès des populations les plus pauvres. Tout à fait d'accord avec Irène que ces conséquences sont importantes. Paul disait on ne savait pas. On ne savait pas et en même temps on savait. C'est-à-dire qu'on avait évalué des risques. Les connaissances sur les zoonoses sont importantes depuis des années. Donc, on avait évalué un certain nombre de risques et en fait, on est passé de ces risques théoriques à des risques véritablement avérés et avec des conséquences qui, elles, étaient relativement inimaginables. Donc, on est en face de réalités qui sont bien plus importantes que ce qu'on aurait pu imaginer. Depuis des années, le Forum économique mondial a évalué ces risques et les sondages qui ont été faits auprès des grandes entreprises à l'échelle mondiale ont identifié ce risque et il monte avec les risques climatiques depuis une dizaine d'années, mais là on est en face d'une réalité. Donc un élément qui est quand même un petit peu important à voir, c'est que actuellement, les investissements qui sont faits sur les questions de biodiversité à l'échelle mondiale, ça représente 0,1% du produit du PIB mondial. Alors qu'on est donc 0,1%. Alors qu'on évalue que les services dont on a parlé, les services qui sont rendus par la nature, eux sont équivalents à plus d'une fois et demie le PIB mondial. Donc, on est en face
d'une contradiction où effectivement on a la nature nous apporte énormément de services à travers la sécurité alimentaire, à travers la, la résilience vis-à-vis d'un certain nombre de changements, mais notre investissement, il reste très, très, très léger et aucune, il n'y a aucun lien direct entre l'investissement qu'on y met et les bénéfices qu'on en retire. Donc effectivement, il faut voir comment on peut changer la donne et s'attaquer effectivement à travers ces investissements et ces changements, ces transformations aux raisons principales de cette perte de biodiversité, de ses conséquences, et notamment les changements d'utilisation des sols à travers la dégradation des écosystèmes, la déforestation ou l'industrialisation de l'agriculture, par exemple. Merci Didier Babin. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir aux propos de Didier sur ce constat? Donc, il y a un consensus sur un constat qui est partagé au niveau scientifique sur des causalités, sur les racines. Donc, il faut s'attaquer aux racines, aux causes de cette pandémie. Et donc, ça impacte tous nos systèmes sociaux et économiques. Et maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut transformer et comment on agit, comment on passe à l'action? Je vais demander à Paul, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut transformer? Qu'est-ce qui est transformable également? Donc, une fois de plus, dans l'évaluation globale de l'IPES qui est sortie l'année dernière, il y a un appel qui était signé par presque tous les pays de la planète qu'une transformation profonde est nécessaire. C'est-à-dire que pour l'instant, en termes de biodiversité, on a plutôt focalisé sur la conservation des biodiversités au sein d'une petite communauté. Et ce qui est vraiment nécessaire, c'est de mobiliser tous les acteurs. Donc, dans le gouvernement, ce n'est pas que le ministre de l'Environnement qui devrait être impliqué, mais aussi le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances et d'autres. Il faut aussi mobiliser l'ensemble des entreprises, des citoyens. Donc, il faut décloisonner ce qui était considéré comme les acteurs importants pour la biodiversité et faire en sorte qu'on transforme la totalité de notre société. Je vais donner deux exemples de ça. Donc, un premier exemple, c'est les voyages. Et donc, je suis coupable, je voyage probablement trop. Et donc, quel est le lien avec la biodiversité? Donc, un premier lien est que les voyages en avion ou en voiture sont une source relativement importante des émissions de gaz à effet de serre. Et le comité scientifique pense que le changement climatique risque d'être parmi les causes principales de perte de biodiversité dans l'avenir. Et on voit déjà les impacts assez forts sur la biodiversité. Donc, si on voyage moins, on va contribuer à une amélioration de changement climatique. Et en plus, lié directement aux quelques sujets d'aujourd'hui, c'est tous ces voyages partout dans le monde qui contribuent aussi à créer des problèmes de pandémie. Donc, on peut attaquer à deux problèmes à la fois. Et quelque chose de positif, je pense que pour moi et bien d'autres, est qu'on voit qu'on aime bien voyager, on aime bien voir les gens en vrai, mais on voit aussi qu'on peut faire beaucoup de choses avec des vidéoconférences. Et je vais moi-même commencer à travailler plus en télétravail quotidiennement. Je donne un deuxième exemple qui est la déforestation. On sait qu'elle est à l'origine de certains maladies émergentes. Et donc, en France, on peut dire, bon, quel est mon rôle dans tout ça? La forêt progresse en France, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème de consommation. Il faut modifier nos modes de consommation. Si, par exemple, on consomme de l'huile de palme, il est bien possible qu'il est venu de l'Indonésie où il y a des déforestations derrière. Si on a mangé de la viande en France, bovin, il est bien possible que ces animaux aient été nourris avec du soja venant de Brésil, qui sont
parfois liées avec les déforestations au Brésil. Est-ce que vous avez mangé du chocolat ou bu du café qui était potentiellement impactant sur les forêts en Afrique ou en Amérique du Sud? Donc, notre mode de consommation impacte très, très fortement la biodiversité en détruisant des habitats. Cet facteur aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, est aussi quelque chose qui a un effet de retour, parfois, sur des pandémies qui peuvent avoir un impact très fort sur l'ensemble de la planète. Merci. Merci beaucoup, Paul. Irène, vous qui travaillez à la FAO, ces enjeux de déforestation, d'élevage, d'agriculture, est-ce qu'il y a des choses actuellement auxquelles on peut vraiment renoncer, qu'on ne doit plus accepter et qu'il faut modifier? I think the world is too diverse to make a simple answer to that. I think what it shows very clearly that this crisis is a call to accelerate food systems transformation from production to consumption. What we can also see is that investment in agriculture jobs creates long-lasting security, and therefore nature-based solutions, restoration of degraded lands, they will, on the one hand, enhance the resources, they will create long-lasting livelihoods, and they help mitigate and adapt to climate change and conserve biodiversity. So it's looking for a solution that hit several birds with one stone. What is very clear is that we need to produce more and better, and that food production practices that are harmful to the environment and that waste or overexploit resources have to be changed. We have prepared a State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture that lists more than 20 practices that can be considered biodiversity friendly. And increasing the adoption of those practices would be a good start. And most of them are location specific and knowledge intensive. This again offers opportunities for local adaptation, innovation, social cohesion and action, but it offers challenges to blanket upscaling. And that's what I said before. There is no one size fits all because ecosystems and production systems all over the world are very diverse. But one general rule is that we need to plan in integrated territories and revitalize rural areas. Protection areas and conservation activities, as Paul said, they are very important, but they are only a part of the solution. It's much more important to engage with all the sectors that use biodiversity on sustainable use, ecological intensification, diversification of food production system, and to have this as a mosaic together with the conservation of biodiversity within productive landscapes and seascapes. Because there is not so much land and oceans in the world that have not been touched by human activity. So we need to take that into account. On the other hand, we cannot turn production systems into museums. We need to engage those producers to better deliver the public good of maintaining biodiversity. And that requires cooperation among all the stakeholders that act in the same territory. And the challenge then is a political one, a social one, to maximize synergies and minimize the trade-offs among the various demands that we face on the planet in terms of livelihoods and supporting ecosystem services. Then, as Paul mentioned, I was happy to hear some concrete examples that we need to strengthen local production and shorten supply chains, make collaboration across the supply chain with the industry, with innovators. We need new business models, for example, e-commerce between farmers and consumers may be an opportunity to empower the farmer and also have shorter and clear
supply chains. And then I fully support what Paul said. The consumers need healthy and balanced diets to tackle the triple burden of malnutrition and also take this global connectedness of our food systems into account in their consumer choices. Thank you. Thank you very much, Irène. Pierre-Yves, vous avez entendu, on va devoir peut-être, sans doute, en tout cas ça a été suggéré par nos panélistes, changer nos habitudes, peut-être renoncer à certaines choses qui paraissaient évidentes. On parle beaucoup, et c'est dans l'agenda 2030, de modifier les modes de consommation et de production. Pour vous, dans un groupe comme Suez, qu'est-ce que ça entraîne comme transformation envisagée et envisageable dans le proche futur? Nous, en tant que Suez, on délivre des services qui sont autour du grand cycle de l'eau, du grand cycle des déchets. Donc, on est un acteur extrêmement vigilant à ce que les clients vont demander. Ce qui est important, c'est plusieurs choses. Je dirais, c'est d'abord qu'on mette la biodiversité au même niveau que le CO2. On a parlé tout à l'heure, Paul a parlé du lien entre le CO2 et la biodiversité, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat de mise à niveau de communication au même niveau de prise de conscience en tant que tel. Quand on voit aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des entreprises travaillent sur leur trajectoire CO2, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à des trajectoires biodiversité. On est à des index. Aujourd'hui, nous, on travaille sur des index biodiversité pour rendre nos pratiques mesurables en interne Suez, parce qu'on a aussi des infrastructures qu'on opère. Donc, comment, pour nos clients, pour nous-mêmes, nos infrastructures sont des modèles exemplaires et comment on se mesure par rapport à ça, comment on mesure une trajectoire CO2 et comment on accompagne aussi nos clients dans cette mesure de la performance. On a beaucoup de clients, des villes, qui commencent à nous dire comment vous mesurez avec nous notre impact en termes de biodiversité. Et puis après, nous, en tant que Suez, on apporte des solutions. On va apporter des solutions sur résoudre des points noirs. Donc, on a des très beaux exemples comme à Saïda, où vous aviez une décharge qui se déversait dans la mer, qui avait tué tout l'écosystème, la pêche et autres, et dans les plastiques qui allaient même jusqu'à Chypre. On a résolu le problème avec des fonds d'ailleurs de l'UNDP, et on a aujourd'hui, autour de Saïda, un écosystème qui a redémarré. Je reprends un autre exemple au Qatar, où la ville de Doha avait pendant des années déversé dans une lagune de 15 hectares ces effluents relativement toxiques et autres. Donc, on a mis aux normes cette lagune, on l'a nettoyée et aujourd'hui, on a fait une réserve naturelle où vous avez 25 espèces qui sont envahies, dont 2 espèces protégées par l'UICN. Donc, on voit qu'on a aussi des solutions de remédiation. On va avoir des solutions aussi techniques où on peut faire par exemple du traitement d'eau usée en traitement tertiaire. Donc la dernière partie, on va affiner en tant que tel en utilisant ce qu'on appelle nous des eaux de libellules. On a mis en place par exemple la HEX, où en fait c'est les roseaux qui vont faire la dernière phase d'épuration. Et donc c'est à la fois vertueux parce qu'on crée des écosystèmes qui sont bien sûr favorables à la biodiversité et en même temps on va jusqu'au bout de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire des traitements tertiaires assez poussés pour que les eaux usées soient dépolluées au maximum. Donc là, il y a des combinaisons qui sont intéressantes, si vous voulez, où on va jusqu'au bout d'un traitement, mais plutôt que de faire un traitement technique, chimique, on va utiliser un écosystème pour le faire. Donc on a un panel de solutions, je pourrais parler des heures de ce que Suez fait. Les solutions, elles existent, et je pense que ce qui est très important, c'est mon premier point, c'est cette prise de conscience que la biodiversité devient un outil de mesure important. On parle de millions d'espèces qui disparaissent et il faut rendre ça concret au niveau des entreprises, au niveau des villes qui sont nos clients. Donc notre responsabilité en tant que Suez, c'est d'accompagner nos clients industriels ou nos clients communautés urbaines dans cette transformation et dans cette prise de conscience. La plupart commencent à réfléchir. Il y a le cadre réglementaire qui est en train d'évoluer aussi vite, puisqu'on comprend qu'en Europe, on va avoir un index biodiversité obligatoire à déposer en tant qu'entreprise. En tout cas, les grandes entreprises vont être obligées. Donc, c'est toujours pareil, le cadre réglementaire aide à accélérer une prise de conscience, va permettre à certains acteurs de prendre des positions et des sociétés comme la nôtre, qui sommes dans la transformation écologique, qui sommes voilà, au cœur de cette révolution, nous, on apporte les solutions.
Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé des solutions, donc de montrer que c'est possible, hein, qu'il y a des transformations qui sont déjà en cours et que ces préoccupations de biodiversité sont également des enjeux pour des groupes et des entreprises. Donc ça, c'est aussi un message important. Paul a dit que ça a concerné tout le monde, qu'il fallait impliquer tout le monde, pas seulement le ministre de l'Environnement, mais également tous les ministères qui sont concernés et tous les acteurs de la société qui ont une responsabilité dans cette gestion plus harmonieuse. J'aimerais maintenant demander à Didier Baba, par rapport aux enjeux de transformation, de transition écologique que certains appellent, au fait que les États du monde entier sont en train de négocier ce nouvel accord pour la biodiversité. Est-ce que vous partagez cette nécessité que la biodiversité devienne aussi importante hein, que les enjeux de changement climatique, qu'il y ait une prise de conscience vraiment globale, que cet enjeu soit approprié par tous les acteurs de la société et est-ce que cette crise que nous sommes en train de traverser, que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'elle peut changer, transformer cette négociation au niveau international, cette prise de conscience? Tout d'abord, je vais dire que je suis à 100% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Paul, Pierre-Yves et Irène. Je pense que tous ces éléments sont importants et peuvent contribuer effectivement à faire évoluer les choses. Ce que je voudrais dire peut-être au départ, c'est que l'agenda biodiversité qu'on est en train de bâtir pour 2030 et 2050, il doit prendre en compte effectivement tous ces éléments et surtout, il doit être pris au sérieux. Pas simplement par les ministères de l'Environnement, bien entendu, ou de l'écologie, mais bien par l'ensemble des ministères. On voit qu'avec la dégradation de la biodiversité et avec cette crise, les conséquences sont très, très importantes dans tous les secteurs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience par les gouvernements de l'importance de la prise en compte de la biodiversité, parce que sinon, effectivement, on peut avoir des impacts majeurs. Donc, effectivement, à l'intérieur des négociations de l'agenda biodiversité, de la Convention sur la diversité biologique, mais aussi à travers d'autres événements, par exemple le sommet sur les systèmes de production alimentaire qui va avoir lieu en 2021 avec la FAO, avec le sommet des Nations Unies sur la nature au mois de septembre, avec toutes les discussions autour de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, cette question de la biodiversité doit être présente, et y compris à travers effectivement les engagements des collectivités territoriales qui sont des acteurs concrets de cette mise en œuvre. Donc je pense qu'on a des opportunités. Est-ce que cette crise va changer les choses? Certainement. J'espère que ça sera dans le bon sens. Ça peut aussi être un problème. On dit qu'il faut réinvestir massivement dans l'économie rapidement. Est-ce qu'on va le faire de manière correcte? Est-ce qu'enfin on va arrêter, stopper les subventions néfastes à la biodiversité, au changement climatique et les réinvestir dans des solutions qui soient positives? On a l'argent. L'argent existe. Il y a des centaines de milliards de dollars ou d'euros qui sont investis tous les ans par des subventions néfastes et au climat et à la biodiversité. Il suffit, ça a l'air simple, mais l'argent est là. Il faut trouver la volonté politique et les moyens pour effectivement réorienter ces investissements. L'autre chose qui est importante, c'est qu'effectivement, la biodiversité ne doit pas être considérée uniquement sous l'angle de la conservation. Tout ce qu'on a dit là montre que c'est un enjeu important de solutions. C'est le thème de cette année, mais c'est un ensemble de solutions pour le développement durable, pour la prospérité des populations, pour les emplois verts, comme le disait Irène. Il y a énormément de solutions. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement ces plans d'action sur la biodiversité, non pas isolés, mais effectivement comme des moyens de mise en œuvre l'ensemble de ces objectifs de développement durable à travers
à la fois les questions de sécurité alimentaire, mais aussi les questions de consommation et de production durable, y compris les questions d'urbanisation et de voir quelles peuvent être les solutions apportées techniquement par la nature pour accompagner ce qu'on peut faire. Un autre élément qui, à mon avis, est fondamental, c'est comment on favorise la transition. Comment on passe d'un moment où on a un constat, où on dit, voilà, il faudrait aller dans telle ou telle direction, et je pense qu'il peut y avoir des consensus là-dessus, mais il faut, pendant un certain nombre d'années, investir dans cette transition. On ne peut pas demander à changer du jour au lendemain comme ça à une entreprise, à une ville, à des consommateurs. Il faut les accompagner. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, si on investit correctement pendant une dizaine d'années, les coûts engendrés, les coûts supplémentaires vont se réduire. Et qu'en fait, l'investissement qu'on aura fait pendant cette dizaine d'années, on va le récupérer assez vite. Donc on est à un moment charnière où effectivement, on va réinvestir énormément dans l'économie et c'est véritablement le moment de changer la manière d'investir, la manière d'aider les entreprises, d'aider les collectivités, d'aider les consommateurs. Et les engagements internationaux tels que ceux de la Convention sur la diversité biologique devraient être là pour ça, c'est-à-dire favoriser ceux qui font bien, inciter à aller encore plus loin, mais surtout aider ceux qui souhaiteraient changer, voire les contraindre, quand c'est vraiment nécessaire, à changer et d'aller dans une autre direction. Et pour ça, il faut effectivement les accompagner, les aider. Cette transition que certaines appellent écologique ou de solidarité écologique, elle doit se faire aussi d'un point de vue d'une transition économique et sociale. On ne pourra pas changer les choses d'une manière unique, mais il va falloir le faire de manière systémique, prendre l'ensemble de ces composantes ensemble et se projeter sur le moyen et le long terme. On ne va pas le faire du jour au lendemain, il faut le faire sur 10 ans, peut-être 20 ans pour des investissements, par exemple, dans les villes, pour changer les méthodes d'approvisionnement, les transports, la gestion des déchets, etc. Ça demande du temps, de l'investissement. Et donc, il faut véritablement prendre ça en compte et surtout le suivre, avoir des véritables indicateurs pour suivre, pour voir effectivement si les engagements sont pris et passer de ces engagements à un suivi des actions. Et on a bien entendu une obligation de moyens, mais on a surtout une obligation de résultats. Et il faut effectivement avoir des éléments qui nous permettent de suivre les engagements, de voir si les investissements qui ont été promis ou les orientations ont été faites et d'identifier les responsabilités des différents acteurs. Merci Didier. Donc, une opportunité, cette crise est aussi une opportunité de changer, de transformer, de repenser peut-être même le système, notamment économique, qui soit plus harmonieux avec la biodiversité. Est-ce que, Irène, vous voyez une opportunité à saisir dans la crise que nous traversons et dans les transformations à venir? Yeah, I agree with what Didier has said. And I think there are opportunities in this crisis. The one is that we have seen a boost in innovation. What Paul mentioned before, social distancing has boosted digitalization and virtual learning, virtually doing business, less travel in a scale that was unimaginable before. And I think there is lots of opportunities in changing our way of doing things, not only in digital modes, but other ways of innovations. We have also learned to adapt to new things, and we have seen that pollutions and emissions have reduced dramatically. Is there a way that this gives us a signal how to continue doing that with all the positive aspects for human health and the environment? Then Didier mentioned already that there is the 2020 events and the
2020 was supposed to be the super year for nature. Now we see that because of COVID, lots of events have been postponed to 21. Can we use this as an advantage and say we now have a biennium for nature? Can we use this for very strong communication, all of us in separate messages, in joint messages, to raise the awareness of the importance of biodiversity? The crisis have also showed that the inequalities and the inefficiencies in the food system and the business cannot continue. Everybody says business as usual is not an option. But how do we really transform this production, but also consumption patterns, and which type of incentives and policies do we need? I have been a real strong proponent in saying that the agriculture, the sustainable use sectors have to be at the table when the post-2020 framework is being negotiated, because only like that we can ensure that everybody will feel responsible and accountable and will implement biodiversity mainstreaming in their businesses, in their way of life. And maybe we need more time for that, and we can build this movement together. We work with a lot of organizations across sectors. I think the One Health, the forthcoming UN Decade on Ecosystem Restoration is something else where we can all work together. And then finally, there are lots of people who say we have to build back better. And I think that's not ambitious enough. We can really try to transform to a green planet and a green economy or something like that. And as Didier mentioned, how do we, countries and businesses, invest long-term in healthier food environment, maintain health services and education systems that are really inclusive and that build society's capacity to withstand shocks and quickly recover, and which type of employment, which type of social security do we need for that? How can we create a circular bioeconomy? That has also been a word that has been floating since about 20 years. Now is the opportunity to make it concrete and also use things that are coming up like alternative food systems, insects, hydroponic, algae, microbial, protein, and so on. There are lots of options that would help us to better manage biodiversity and combine it with innovations that would allow everybody to have a healthier and safe life. Thank you very much, Irene. Yes, how do we support this transition that Didier has mentioned? How are we going to be able to support this year's this investment to do the transition? Pierre-Yves, on a parlé d'innovation, d'adaptabilité, d'opportunités qui sont aussi en train d'émerger sur notre expérience là des 2-3 derniers mois et sur l'avenir. Vous, comment vous voyez les opportunités et comment vous voyez cette transition dans votre groupe? Comment la favoriser? Moi, j'ai la même responsabilité au sein du groupe que nous tous à l'extérieur. C'est-à-dire que ce discours de transformation, il faut le porter, il faut l'accompagner de réalité et il faut mettre l'exigence sur les décisions importantes du groupe. Donc, c'est le rôle que m'a donné le directeur général du groupe, qui a pris ses fonctions après l'automne et qui a pris un certain nombre d'engagements relativement importants. Et un de ses premiers actes fondateurs a été la signature de la trajectoire 1,5 degré à New York en tant que telle sur le CO2. Et donc cette transformation, elle est compliquée et elle est exigeante, mais elle aura lieu si on arrive à avoir une cohérence des décisions à tout moment. Donc mon rôle à moi, effectivement, c'est d'avoir des outils, des solutions,
Notre groupe travaille beaucoup en ce moment à changer sa proposition de valeur vis-à-vis des clients et clairement, on a un atelier sur la biodiversité. Ça fait partie des 4 axes, la santé, la qualité de vie et bien sûr l'économie circulaire et le CO2 et la biodiversité. Hein. C'est un de ces 5 axes. Et comment on va articuler notre proposition de valeur, donc notre offre vis-à-vis de nos clients autour de ces 5 axes et en faire le cœur de notre métier. Donc c'est une transformation qui est extrêmement profonde par rapport à nos métiers historiques. Et même si on travaille dans l'environnement, à épurer l'eau, à protéger la planète d'une manière générale, on voit bien qu'on a aussi une exigence complémentaire en tant que leader dans ce domaine-là. Donc on est clairement dans cette dynamique. Irène mentionnait tout à l'heure qu'effectivement l'année 2020 devait être l'année de la biodiversité. Moi j'ai découvert en prenant mes fonctions, j'ai un parcours opérationnel préalablement. On avait le congrès de Marseille de l'UICN, on avait la COP 15 en tant que telle. Et moi, j'ai découvert que, en fait, il y avait une COP 15 qui avait lieu tous les 4 ans, alors qu'on a une COP climat qui a lieu tous les ans, dont tout le monde parle. Et quand je disais tout à l'heure, il faut remettre les choses au même niveau, ça ne marche pas. On ne peut pas dire que la biodiversité est aussi importante, comme le disait Didier, dans l'apport, en poids du PIB, 1,5 le PIB mondial, et en parler tous les 4 ans. Voilà, et c'est comme si moi j'en parlais tous les 4 ans en interne dans ma société, ça ne bougera pas. Donc on a tous aux différents niveaux à faire cette transformation. Nous, c'est clair que j'ai été ce matin à une réunion avec les équipes pour travailler sur les index qui existent en termes de biodiversité. C'est compliqué de mesurer, c'est compliqué il faut qu'on trouve des choses simples. Il faut qu'on trouve des index simples. Le CO2, c'est simple, c'est normé. Alors derrière les normes, il y a quand même beaucoup de débats techniques, hein, mais il faut qu'on arrive à rendre la biodiversité accessible aux industriels, accessible aux citoyens, où ils peuvent mesurer leurs actions. Voilà. Aujourd'hui, Paul parlait du voyage. Tout le monde peut faire un lien direct entre prendre l'avion et le nombre de tonnes de CO2 que je consomme. Pour la voiture, c'est pareil. Les indicateurs, ils existent. La biodiversité, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus compliqué. Mais j'allais dire, c'est beaucoup plus important. Donc, cette question de la transformation, elle est absolument clé. Nous, en tant qu'entreprise, on a notre rôle à faire et nous, on a 90 000 personnes. Vous imaginez ce que ça veut dire de toucher nos collaborateurs, que ce soit en France, en Inde ou en Chine. Donc, c'est un vrai travail de transformation culturelle. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un programme de transformation extrêmement important autour de ça, que je dirige. Avec l'appui de la direction générale, et je dirais dans l'écosystème économique complémentaire, que ce soit les villes, que ce soit les politiques, que ce soit la planète, il faut qu'à tous les échelons, on remette cette priorité de la biodiversité au cœur de la transformation. Nous, on se nourrit en parallèle d'expertise avec des partenariats, parce que c'est tellement compliqué qu'on a besoin de la compréhension de spécialistes comme le Muséum d'histoire naturelle en France. On a quelques partenariats historiques qui nous rendent plus compétents et qui viennent nous challenger un peu aussi sur nos propres gouvernances. Donc, c'est ce mélange entreprise, dynamisme de l'entreprise, savoir, expertise des grandes institutions, expertise des ONG et d'avancer avec ça. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ce partage. J'ai envie de demander à Paul, puisque Pierre-Yves a mentionné quelque chose de très important, que la biodiversité, c'est un enjeu qui est complexe, peut-être pas compliqué, mais complexe. Et comment on fait pour profiter? Est-ce que c'est une opportunité, cette crise, cette pandémie? On voit bien encore une fois les causalités entre la pandémie et les activités humaines sur la planète, et sur notre interaction, notre interconnexion avec les voyages, avec nos modes de consommation, de production, d'alimentation. Paul, selon vous, quelle est l'opportunité vraiment majeure à saisir en ce moment? Bon, je pense que parmi les opportunités, je pense qu'Irène l'a bien dit, et que ça devait être l'année de la biodiversité, de la nature cette année. Et je pense qu'on a une opportunité de encore mieux réfléchir par rapport à notre capacité de mobiliser tout le monde pour ça. Comme c'était dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui commencent à découvrir les enjeux de biodiversité.
Et ce serait bien que l'année prochaine, qu'il y a encore plus de prise de conscience de ça pour le COP15, qui est la grande réunion de tous les gouvernements pour la Convention de diversité biologique, pour faire en sorte que c'est un enjeu qui est compris par tout le monde. Et pas que la protection de la nature est que pour la protection de la nature, que pour le préserver de la nature, mais aussi parce que la nature, et c'était déjà dit, la nature nous rend des services qui sont extrêmement importants et qu'on voit la nature comme quelque chose de positif qui peut fournir des solutions à la fois pour protéger notre santé, mais aussi pour nous aider à produire d'alimentation, pour améliorer notre qualité de vie de plein de façons. Donc, je pense que cette année et cette crise nous donne la possibilité d'encore mieux préparer l'année prochaine, de mobiliser encore plus l'ensemble des acteurs. On ne va pas résoudre ce problème qu'avec des actions qui sont prises d'en haut, avec les réglementations qui sont imposées, ni que par les actions individuelles. Il faut qu'on a cet ensemble, et c'était déjà dit, il faut qu'on a cet ensemble des actions à la fois de politique publique à l'échelle internationale et nationale, mais aussi l'action de chaque personne pour faire en sorte qu'on réussisse cette transformation pour la biodiversité. Merci beaucoup, Paul. Chacun peut agir, chacun doit agir, chacun est responsable. C'est un des messages de vos discussions. On va résumer très brièvement après, mais Didier, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur, selon vous, par rapport à ce qui a été discuté? Il y a des opportunités autres à saisir? Oui, je pense qu'il y a une opportunité un petit peu autre, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, la biodiversité, elle était quand même assez peu connue de l'ensemble des processus de décision au niveau global. J'allais dire, la crise, malheureusement, quelque part, elle nous montre à quel point la biodiversité est importante et en quoi le fait de ne pas la prendre en compte, ne pas la respecter, peut avoir des conséquences majeures. On avait l'impression depuis des années qu'effectivement, la biodiversité baissait petit à petit, et ça a été montré par les scientifiques, par les rapports d'IPBES, etc. C'était visible j'allais dire, dans les rapports, c'était visible dans les courbes, c'était visible dans les discours des scientifiques, mais ce n'était pas concret. Là, on est malheureusement en face de quelque chose de très concret et il va falloir être très pragmatique pour résoudre ça. Je pense que l'enjeu majeur actuellement, c'est de faire le lien entre la manière dont on peut mieux considérer la biodiversité, pas simplement la conserver, mais effectivement l'utiliser de manière plus durable. Ça nous amène à cette opportunité de reconstruire, en fait, de rebâtir un contrat entre l'humanité et la nature, entre les hommes et la planète. Et je pense qu'il y a des termes à remettre un petit peu en avant, c'est ceux de prospérité, parce qu'on peut aller peut-être au-delà des modèles de développement qu'on avait jusqu'à maintenant, mais d'essayer de voir ça un petit peu différemment, et aussi de viabilité et de résilience. Tous ces éléments-là peuvent faire partie de ce nouveau projet et qu'il soit négocié à l'échelle internationale, mais qu'il soit aussi, j'allais dire, négocié à l'intérieur des entreprises ou des collectivités territoriales. Je pense que chacun peut y apporter son expérience, peut y apporter ces différents éléments. Juste un mot pour reparler des réserves de biosphère et du programme Man and Biosphere. Depuis 45 ans, donc à travers 120 pays, 700 réserves de biosphère testent ces projets de territoire où on essaye de combiner des questions de conservation de la biodiversité, de développement, d'éducation et d'apport de la science pour éclairer tout ça. Donc, il y a ces expériences-là, il y en a énormément d'autres, et je pense qu'on ne part pas de rien, on part de plein d'expériences de ce type-là qui existent aussi dans les entreprises, qui existent, comme le disait Irène, sur des aspects techniques, et que tout ça,
ça doit maintenant contribuer à ce projet plus global. Donc effectivement, on a cette opportunité, on a une sorte de porte ouverte où tous ces éléments qu'on avait jusqu'à maintenant développés peut-être de manière un peu plus discrète peuvent être effectivement mis en avant et apporter des solutions et apporter de l'inspiration. Et je pense que l'opportunité qui est là, c'est aussi de bâtir sur des nouveaux paradigmes ces projets et bien entendu pour nous, mais surtout pour les jeunes et pour les générations futures. Parce que si on continue effectivement sur des crises qui risquent de se répéter comme celles qu'on vient de connaître ou qu'on va connaître liées au changement climatique, la planète sera de moins en moins prospère et de moins en moins viable pour les générations futures. Merci beaucoup Didier. Je tiens à vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour avoir participé à cet exercice aujourd'hui dans un contexte particulier où on ne peut pas se voir physiquement, où on dépend de la technologie et où on essaye quand même de se mettre ensemble. Et c'était l'idée, c'était de se rassembler, de réfléchir ensemble, de célébrer cette journée de la biodiversité, de célébrer l'importance vitale de la biodiversité dans nos vies quotidiennes. Et là, on le vit, on l'expérimente, chacun d'entre nous, dans notre quotidien, dans nos relations sociales, avec notre famille, avec notre travail. Donc, il y a vraiment un message d'espoir que vous avez aussi apporté au-delà du constat scientifique, des causes, de l'origine de la pandémie, des liens avec la biodiversité, des liens avec notre mode de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, le regard que l'on va poser sur le vivant, sur la biodiversité. Est-ce que c'est un objet seulement scientifique? Non, on le voit bien. On voit bien que les entreprises, Pierre-Yves l'a très bien montré, ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à accompagner la transition. Ils demandent même comment on peut faire et comment on peut aller plus vite. Donc, il y a une mobilisation de différents acteurs de toute la société. On a vu beaucoup d'articles, notamment en France, dans des journaux, mais ailleurs, sur ce lien entre la pandémie, la crise que nous traversons, la biodiversité, comme jamais auparavant. Donc oui, il y a une opportunité de prise de conscience, il y a une opportunité de rassembler, de partager différents points de vue. Et c'était le but aussi de ce panel, et de montrer que les clés sont en nous, que c'est possible, qu'il y a déjà des solutions. Vous en avez partagé aujourd'hui. Il y a des solutions partout dans le monde, à l'échelle mondiale. Donc, peut-être terminer par ce message d'espoir que c'est possible de faire un nouveau contrat avec la nature, un nouveau contrat avec nous-mêmes. C'est possible de se réconcilier avec le vivant et c'est possible de pouvoir ensemble co-créer des pistes, s'appuyer sur ce qui existe et ce qui marche, et puis aussi réfléchir ensemble dans tous les secteurs de l'économie, de la finance, de l'entreprise, de l'agriculture, de l'alimentation, avec le soutien des scientifiques, des acteurs locaux, à ce qu'on peut faire maintenant désormais pour être dans un monde qui sera plus respectueux des uns et des autres, cette solidarité qui a été évoquée, et aussi écologique, c'est-à-dire qu'on prenne systématiquement en compte nos actions, les conséquences de nos choix politiques, économiques, sociaux sur l'environnement, sur cette terre qui nous abrite. C'est notre maison commune et on voit bien l'impact que cela a sur nos vies quotidiennes dès qu'on perturbe de trop cette harmonie. Je vous remercie encore énormément. C'est un dialogue qui continuera. L'UNESCO vous invitera sans doute dans les prochains mois et semaines à continuer à voir où on en est dans cette transformation que nous traversons collectivement. Merci à vous, à très bientôt et bonne continuation et bon courage pour la suite.